Bonjour et bienvenue dans notre exposé sur la peur dans le fantastique. T'es sûr que t'as envie de le faire, c'est exposé, Alexandre? Non, pas vraiment, tu sais. Ouais, bah moi non plus. Hein. Bon, salut. Salut. Ah, vous êtes là, vous? Vous êtes chiant, franchement. Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Allez, go. Merde. Bon, on recommence. Et c'est parti! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cet exposé sur la peur dans le fantastique. Donc pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que la peur? Bon, et bien la peur en elle-même, c'est ça. La peur, c'est une crainte ou une inquiétude ressentie face à un danger auquel on est confronté ou auquel on pourra l'être par la suite. Complètement rien à voir avec ça, mais il y a deux sortes de peur. Les deux se passent dans ton amygdale. Bon, pas celle qui est dans la bouche, hein, mais dans le cerveau. Leur rôle va être de savoir si une situation est dangereuse ou non. Donc, comme je l'ai dit, les amygdales servent à prévenir si une situation est dangereuse. Suis-je en danger dans cette situation? Putain, tu vas crever, fonce Roger, fonce, il va te bouffer! Je suis en danger dans cette situation, je vais donc me déplacer. C'est comme ça que ça marche. Exemple, quand tu vois un screamer sur internet, tes yeux, tes oreilles perçoivent le message. L'image est envoyée à ton thalamus, qui lui l'envoie à l'amygdale. Il dit « Wow, c'est soudain, c'est menaçant ». L'amygdale envoie ensuite le message au tronc cérébral qui est lié à la moelle épinière et qui gère le mouvement. Un truc menaçant. Bon, les poils vous hérissez. Le cœur, tu bats un peu plus vite. Les neurones, vous allez lui envoyer un peu d'adrénaline. Putain, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais quoi? Je sais pas, j'ai pas encore eu les infos du cortex préfrontal. Mais qu'est-ce que je dois faire? Non mais c'est bon, système digestif, ne t'inquiète pas. Merde, système digestif. Et allô, ici le cortex préfrontal, c'était juste pour vous dire que c'était un screamer et qu'il n'y avait absolument aucune menace. T'entends, système digestif? Oui, mais je savais pas. Il s'agit là de la deuxième sorte de peur, elle passe par le cortex préfrontal et n'est donc pas un réflexe. C'est-à-dire que vous avez le temps pour peser le pour et le contre, et si vous courez un danger ou pas. Dans le cas du screamer, il n'en court absolument aucun. Pareil pour genre un grand 8, votre amygdale sera toute paniquée, mais votre cortex préfrontal vous dira que vous ne risquez rien. Sauf si vous êtes juste complètement parano et que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a saboté le manège. C'est la fin de la première partie sur la peur, donc maintenant nous allons passer sur le fantastique. Je vais pas trop m'attarder sur les définitions étant donné que c'est des choses qu'on a vues en cours. Et j'estime que c'est pas absolument nécessaire. Et en plus, comme la première partie a pris un temps fou à se faire, je voulais pas trop m'étaler dessus. Donc voilà, qu'est-ce que le fantastique ? Dans une œuvre fantastique, il y a irruption de surnaturel dans un univers réel. Il y a donc aussi deux explications au surnaturel, une réaliste et une complètement irréelle. Maintenant, je vais vous donner les codes des récits fantastiques. Souvent, on introduit le héros, on le décrit, on lui attribue certaines caractéristiques physiques et mentales, on décrit son univers, son point de vue vis-à-vis de son quotidien. Souvent, l'auteur est amené à décrire pourquoi le héros est amené à raconter son histoire. Dans le fantastique, souvent, ce même héros reçoit des avertissements d'une personne, souvent un être fantastique, qui lui dit de ne pas transgresser certaines règles, ce que le héros va bien évidemment faire. Et donc, en transgressant cette règle, le héros va être entraîné dans une aventure complètement fantastique. Dans la plupart de ces récits fantastiques, le héros devra débarrasser les gentils du mal. Suite à ces péripéties complètement fantastiques, le héros va revenir à sa vie normale qu'il trouvera monotone et assez nulle, proprement dit. Et c'est pour cela que c'est considéré comme une sanction. Et souvent, l'histoire se finit là-dessus. Donc nous voilà pour la troisième partie où on mélange le fantastique et la peur, c'est d'ailleurs le titre de la troisième partie. Les lectures de textes fantastiques provoquent souvent, mais non nécessairement, un sentiment de peur ou d'angoisse. Freud explique ce sentiment par l'inquiétante étrangeté propre à la littérature fantastique. Le terme utilisé par Freud en allemand est unheimlich, qui signifie non familier, mais aussi non caché, qui peut se traduire par effrayant. Ainsi, le propre du fantastique serait de révéler des choses habituellement cachées, des choses que nous ne voulons pas voir,
comme le sang, comme des cadavres, comme la nuit ou des ruines. Comme je viens de le dire, la peur dans le fantastique est très souvent utilisée et très appréciée des lecteurs. Cela rajoute une touche un peu exotique et rafraîchissante dans le texte. Donc nous voilà pour la dernière partie de notre exposé où nous allons vous présenter 5 œuvres qui suivent le thème qu'on a choisi, à savoir la peur dans le fantastique. Numéro 1, nous avons décidé de parler du manteau de Nikolai Gogol, car le contexte de la peur est amené par une personne qui hante des passants dans une rue pour leur voler leur manteau. Ça relève du fantastique parce que l'univers est extrêmement réaliste. Le fait qu'on puisse donner plusieurs sens à l'histoire fait d'elle encore plus quelque chose de fantastique, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans absolument tous les textes de Nikolai Gogol, que ce soit dans le nez, le portrait ou autre. Puisqu'on en est à Nikolai Gogol, et comme nous avons étudié cet auteur, je vais parler un petit peu plus en profondeur de ses œuvres, à savoir pour commencer le portrait. Donc le portrait, qu'est-ce que c'est? C'est un homme pauvre qui un jour achète un tableau qui le fait devenir extrêmement riche. Ça relève encore une fois du fantastique, et comme il meurt à cause de ce tableau, on peut considérer que ça fait partie de la peur dans le fantastique. Et en dernier, je vais vous parler de son œuvre Le Nez, où un jour un homme perd son nez. Donc ça relève encore une fois du fantastique. On peut bien entendu donner deux sens à l'histoire. Donc on peut le dire qu'on lui a coupé le nez, ou soit qu'il l'a perdu de façon irréelle. Et un jour, on le voit se balader, donc on peut dire que c'est une forme de folie. Numéro 2, je vais vous parler d'un peintre, Francis Bacon. Non, j'ai dit Francis Bacon. Et maintenant, la petite transition en musique. Cette musique vous met pas très à l'aise. C'est normal, la musique joue un effet extrêmement important dans l'univers du fantastique. Essayons maintenant la même chose, mais avec une musique un petit peu plus joyeuse. I love little girls, they make me feel so good. I love little girls, they make me feel so bad. When they're around, they make me feel like I'm the only guy in town. I love little girls, they make... Ça passe tout de suite mieux, n'est-ce pas? Et en plus, ça me rajoute un exploit à mon palmarès, c'est-à-dire mettre une musique de pédobire dans un exposé de français. Et donc maintenant, nous allons faire une petite analyse d'un de ces tableaux. Donc le tableau duquel je vais vous parler, c'est Tête 6. On voit une personne morte avec des lèvres bleues, donc qui a eu un manque d'oxygène, donc qui est morte sauvagement. Ensuite, on ne voit pas les yeux du sujet, donc la partie du corps qui reflète l'âme de la personne. Et de plus, l'utilisation de couleurs froides évoque la nuit, soit le moment de la journée où on n'est pas le plus en sécurité. Ensuite, regardez les bras de la personne et les traits discrets que l'on voit là, 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 là et là. On voit donc que le personnage est enfermé et donc on s'identifie et on a peur. Numéro 3, je vais vous parler d'un film. Il s'agit bien évidemment de The Conjuring, vous en avez déjà sans doute entendu parler, et c'est ça. Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Frère. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles dans ma maison. On est le 1er novembre 71. Je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a?
que Lorraine sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprit ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute seule. Elle est debout devant le lit de ma maman. Tu veux le voir? Oui? Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir debout derrière toi. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Comme vous avez pu le constater, il s'agit bien évidemment d'un film. Il reprend absolument tous les codes du fantastique, ainsi que ceux de la peur dans celui-ci. Je vais faire un petit résumé vite fait. Donc c'est l'histoire d'une famille qui se fait attaquer et hantée par des fantômes. Donc ils appellent une brigade de chasseurs de fantômes et qui vont tout faire pour pouvoir les aider. Donc on a pu voir dans ce petit extrait que les personnages hantés sont confrontés à des choses complètement surnaturelles à premier abord. Mais quand on regarde de plus près, on peut constater qu'il s'agit simplement d'une forme de folie bien évidemment. Numéro 4, je vais vous parler d'un film Sleepy Hollow que l'on a déjà vu en classe, mais qui est, je trouve, super amusant. Et donc c'est pour ça qu'on va regarder un petit extrait. Je suis l'inspecteur Ichabod Crane. New York m'envoie pour enquêter sur les meurtres de Sleepy Hollow. Que vous ont expliqué vos supérieurs exactement? Ils ont dit que tous les trois ont été tués en plein air et que leurs têtes avaient été séparées de leur corps. Emporté par le cavalier sans tête, jusqu'en enfer avec lui. Il montait un gigantesque cheval noir. Sa vue vous glaçait le sang. Aujourd'hui encore, les bois du Ponant sont hantés, les plus braves refusent de s'y aventurer. Nous avons des meurtres à New York sans l'intervention de ghouls et de vampires. Vous êtes bien loin de New York, inspecteur. Tout le monde ici est-il plongé dans la superstition? Nous avons bien des choses à raconter, même dans ce village. Pardonnez mes manières, je ne suis guère habitué à... À la compagnie des femmes. Le cavalier est encore frappé. L'assassin est un être de chair et de sang, et je m'engage à le démasquer. Êtes-vous toujours sûr de tout? Peut-être êtes-vous un peu sorcière, Katrina. Pourquoi dire cela? Parce que vous m'avez ensorcelé. Dans cet extrait, nous avons pu constater qu'il s'agissait bien évidemment d'une bande-annonce, mais aussi que le sujet du film est absolument toujours le même. C'est pour cela que je vais quand même vous le résumer. C'est donc l'histoire d'un jeune détective qui va essayer de retrouver un criminel qui se fait passer pour un revenant. Et plus l'histoire va avancer, plus on croira que le revenant est réellement un revenant et non une personne quelconque. Cela justifie donc complètement l'univers du fantastique. Numéro 5, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 1888 et qui a fait plus d'1 million d'entrées au box-office. C'est bien évidemment Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Et on regarde tout de suite qu'est-ce que c'est. Positively indecent. Look where he did to me. Your conduct was disgusting. It isn't done. It isn't done. Strangle. Strangle. Indecent. Indecent. And a man dying of thirst. Forget water. Disgusting. You're mad. Mad. Come back soon, won't you? Come back. Come back. Free! Free at last! Oh! Good. Mad, eh, Lanyon? Eh, Carew? Oh, you hypocrites, deniers of life. If you could see me now, what would you think? Donc, dans ce petit extrait de film, on voit la transformation de Dr. Jekyll en Mr. Hyde via le biais d'une potion. Je vais essayer de vous remettre plus ou moins dans le contexte de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un docteur qui, après le décès d'une personne qu'il a cru pouvoir sauver, va boire une potion mystérieuse qui va le transformer en Mr. Hyde. Mr. Hyde, ça va être sa facette noire, donc une facette qu'il ne veut pas montrer. Il s'agit bien évidemment d'un cas de schizophrénie, étant donné que le personnage se dédouble, et comme ce n'est pas très courant pour l'époque, eh bien, on peut croire que le personnage est devenu fou, ou bien il se fait hanter par une personne autre. Merci à vous d'avoir regardé notre exposé, et là c'est déjà la fin. Et j'espère qu'il vous aura plu, étant donné qu'on a mis quand même autour de 20 heures pour le réaliser. Et maintenant... Si vous avez des questions, vous pouvez l'exposer, vous pouvez les poser à Antoine, à moi ou à moi. Donc, voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.